Alors, on a devant nous un livre de 1820. Et attention, ce n'est pas un roman, hein, c'est un véritable manuel. Sans titre, Histoire des vampires. On est à une époque qui se dit être celle de la raison. Et pourtant, cet ouvrage va tenter de disséquer et même d'anéantir une peur qui hantait encore l'Europe. La question c'est pourquoi un tel livre était-il nécessaire? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Dès la première page, le ton est donné. Cette gravure, c'est bien plus qu'une simple illustration, c'est une véritable déclaration. Elle nous plonge direct dans l'imaginaire gothique de l'époque, un monde où la frontière entre le sommeil et la mort est, dangereusement mince. C'est cette peur-là, cette peur vraiment viscérale que l'auteur va chercher à déconstruire. La préface nous pose une question qui est presque ironique. En plein 19e siècle, à l'âge du progrès de la science, pourquoi est-ce que la France serait encore obsédée par des histoires de morts qui sortent de leur cercueil? Ce paradoxe, c'est le vrai point de départ de l'auteur. En fait, il ne s'agit pas tant des vampires que de la persistance de l'irrationnel au cœur même de la modernité. Et c'est là qu'on touche à l'obsession du 19e siècle. C'était une époque où on se moquait bien des contes de grand-mère sur les sorciers ou les loups-garous. Tout ça, c'était vu comme des vieilleries d'un passé ignorant. Mais le vampire, lui, faisait exception. Il résistait. Cette créature semblait toucher une corde sensible que la raison toute seule ne parvenait pas à apaiser. Et ce n'était pas juste une lubie populaire, loin de là. Pour le prouver, l'auteur sort l'artillerie lourde, Voltaire. Si même lui, le grand philosophe des Lumières, près d'un siècle plus tôt, était déjà étonné par la persistance de ses croyances, c'est que le problème était bien plus profond. Le vampire n'était pas qu'une simple superstition, c'était un vrai défi lancé à l'intelligence de toute une époque. Bon, pour combattre un monstre, il faut d'abord le regarder bien en face. L'auteur se lance donc dans ce qu'on pourrait appeler une véritable anatomie du vampire. Alors, oublions tout de suite l'image romantique qu'on connaît aujourd'hui. Voilà à quoi ressemblait la créature qui terrorisait pour de vrai les villages de l'époque. La définition est très précise, et elle fait froid dans le dos. Il ne s'agit pas d'esprits, de fantômes, mais bien de cadavres qui reviennent en corps et en âme. C'est ça le point clé, une horreur physique, tangible, un mort qui marche, qui parle. C'est cette matérialité qui défie toute logique et que notre auteur va s'acharner à réfuter. Et leurs actions allaient bien au-delà d'une simple morsure. D'après les récits de l'époque, ils devenaient un vrai fléau pour leur communauté. Ils tourmentaient leur propre famille, infestaient des villages entiers, épuisaient les vivants jusqu'à ce que mort s'ensuive. Non, le vampire n'était pas un prédateur solitaire, c'était une véritable épidémie sociale. Face à une telle horreur, la réponse était d'une brutalité terrifiante. Le livre détaille un rituel de destruction en 4 étapes. Exhumer, transpercer, décapiter, brûler. Ce n'est pas juste une méthode, c'est un acte de désacralisation totale. C'est la preuve que la peur avait poussé les gens à profaner leur propre tombe pour espérer retrouver la paix. Après nous avoir peint à ce tableau absolument terrifiant, l'auteur change complètement de ton. Maintenant qu'on sait ce qu'est le monstre, il est temps de le passer au crible de la raison. Et ça, c'est le cœur de son ouvrage, une attaque frontale menée avec les armes de la logique et de la théologie. L'attaque commence sur le terrain de la foi. Et là, l'auteur pose la question. Une question simple en apparence, mais totalement dévastatrice. Quel Dieu, juste et bon, permettrait à des cadavres de venir tourmenter des innocents? Pour lui, l'idée même du vampire est un blasphème. C'est une insulte non seulement à la raison humaine, mais à la logique divine elle-même. Et il enfonce le clou. Croire aux vampires, ce n'est pas juste être naïf, c'est carrément commettre une abomination anti-religieuse. Pour l'auteur, le vrai danger, ce n'est pas le monstre dans le cercueil. Non, c'est le poison de la superstition dans l'esprit des gens. C'est un combat pour l'âme autant que pour la raison. On a là 2 visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, le monde de l'obscurité, nourri par la peur et ces fameux romans hideux qui la commercialisent. Et de l'autre, la lumière de la raison, armée de la logique, de l'examen, de la connaissance. Pour l'auteur, c'est clair, il n'y a pas de compromis possible, l'un doit anéantir l'autre. Ce qui nous amène à la dernière question, mais pourquoi? Pourquoi consacrer un livre entier à quelque chose qu'on juge totalement absurde? Quel est le but? Eh bien, la réponse nous révèle que ce livre n'est pas une simple étude, c'est une arme. Le mot-clé, ici, c'est antidote. L'auteur ne se bat pas contre une vieille légende, il se bat contre la pop culture de son temps. Il voit ses romans hideux sur les vampires comme un poison qui infecte l'esprit du public. Son livre, c'est donc un remède, un antidote rationnel pour soigner une société malade de ses propres fictions. L'intention finale est donc limpide, déraciner ces noires superstitions.
Ce livre, ce n'est pas un essai académique, c'est un manifeste. C'est le cri d'un homme qui voit les ombres de l'obscurantisme menacer de revenir et qui décide de tout faire pour rallumer la flamme de la raison. Et cette question de l'auteur, elle résonne encore très fort aujourd'hui. Plus de 200 ans après, à notre époque, l'ère de l'information, pourquoi est-ce que ces histoires sombres nous attirent toujours autant ? Finalement, peut-être que la bataille entre la raison et notre fascination pour l'inconnu n'est en réalité jamais vraiment terminée.